Ce n'est pas la première fois que nous collaborons avec l'atelier architecture du Conseil de développement, puisqu'il y a 3 ans, si je ne me trompe, nous avions consacré également une matinée à la réflexion sur l'urbanisme, l'architecture, plus particulièrement d'ailleurs sur l'intégration de l'architecture contemporaine, avec 2 films. Pour ceux qui étaient là s'en souviennent certainement, un documentaire extraordinaire sur la bataille de la pyramide du Louvre, et puis un film de fiction qui était L'homme d'à côté, sur la seule maison que Le Corbusier a construite en Amérique latine, si je ne me trompe, c'est en Argentine. Voilà, donc on renoue avec ça, on renoue avec cette tradition, et en ayant une pensée d'ailleurs pour son initiateur Pierre Gott, qui nous a malheureusement quittés. Alors, quelques mots sur le programme de cette matinée. Donc, dans un instant, le bourgmestre de Tournai et président du conseil de développement interviendra et vous souhaitera la bienvenue. Ensuite, nous assisterons à l'exposé de l'architecte urbaniste Paola Vigano, qui nous fait le plaisir d'être ici. Elle parlera plus ou moins 40 minutes, de 9h30 jusqu'à 10h10. À 10h10, la projection du film La fête est finie de Nicolas Burlot. À 11h15, plus ou moins une pause de 10 minutes. Et on retrouvera à ce moment-là, après la pause, on retrouvera Nicolas Burlot, qui est actuellement dans le TGV. Il vient de Nantes, où il avait lui-même présenté son film hier soir. Il a accepté de faire ces déplacements rapides. Et donc, normalement, il devrait être ici vers 11h15 sans trop de difficultés. Donc, débat avec le réalisateur. Et puis après, un autre débat avec vous d'ailleurs. Donc le débat sur le film aura lieu à questions-réponses avec vous. Et puis nous aurons un autre débat avec 2 professeurs d'université, Paola Vigano et le réalisateur du film, sur les réalités et les perspectives de la Wallonie-Picarde et peut-être plus largement d'ailleurs de l'Eurométropole. Voilà, ça devrait se terminer vers 13h. Vous aurez entre-temps Laurent Vermersch qui conclura avec Jacques Hillec sur les projets de l'atelier d'architecture. Et puis un exemple très concret de projet qui se réalise, c'est le projet de sensibilisation des enfants à l'architecture par Barbara Noirom. Elle conclura cette matinée. Voilà, je vous souhaite en tout cas dès à présent beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt à cette matinée qui est assez variée. Alors, on m'a demandé de présenter Paola Vigano. Je ne suis pas du tout un spécialiste, moi, de l'architecture. D'autres l'auraient peut-être fait bien mieux que moi. Alors, Paola Vigano, vous êtes une architecte urbaniste italienne et vous êtes également professeure à l'Université de Venise ainsi qu'à Lausanne. Vous êtes doctorat en urbanisme à Venise, et vous êtes également fondatrice à Milan de l'agence d'urbanisme Studio, avec Bernardo Secchi, qui nous a quittés il y a quelques temps. Vous vous distinguez par une articulation exceptionnelle entre pensée, écriture et action, théorie et savoir-faire, traversant toutes les échelles de l'urbanisme, de la planification à l'espace public, en passant par le micro-projet et le paysage. La gestion de l'eau, de la biodiversité, la défense de l'équité sociale et territoriale, la prééminence du recyclage urbain, de la desserte profonde des territoires pour lutter contre la primauté de la voiture, le souci de l'économie d'énergie et de la production d'énergie nouvelle sont autant de sujets qui traversent l'ensemble de vos projets de recherche. Vous auriez pu d'ailleurs figurer dans le film de Mélanie Oran et de Cyril Dion qui s'appelle Demain et qui justement donne toute une série de raisons d'espérer. Je crois que vous êtes vous-même une raison d'espérer dans notre société. Alors quelques réalisations à l'échelle métropolitaine, à l'échelle des grandes métropoles. Vous avez travaillé sur le Grand Paris, sur Bruxelles 2040, sur le Grand Moscou, sur Lille 2030, sur Montpellier 2040, et puis le projet Water and Asphalt, région métropolitaine de Venise. Mais vous avez travaillé aussi à l'échelle urbaine. Vous avez travaillé à Rouen, à Malines, à Maastricht, à Genève, à Brescia, à Milan, à Rennes, Anvers, Bruxelles, Sienne, Bergame, Rome et Courtrai. Ce sont des villes qui ont pu avoir la chance de collaborer avec votre équipe. Quelques projets qui nous touchent particulièrement, la place du théâtre à Anvers,
le Sport Nord à Anvers, l'hôtel Wadi à Hoogerrillen, qui vous a valu, si je ne me trompe, une nomination au prix Miss Van der Rohe. Et puis, sans oublier un projet qui vous est cher aussi, c'est le cimetière de Courtrai, le nouveau cimetière de Courtrai, qui est tout à fait, effectivement, exceptionnel. Alors, à plusieurs reprises, vous avez marqué votre intérêt pour l'Eurométropole et vous devriez, si j'ai bien compris, vous devriez pouvoir travailler sur la trame bleue, qui est le projet eurométropolitain Lille-Courtrai-Tournai. Vous avez été récompensé notamment par le Grand Prix de l'urbanisme 2013 en France et vous recevrez bientôt, semble-t-il, le titre de docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. On va le voir dans un instant, votre brillante mécanique intellectuelle ne vous empêche pas d'être sensible, généreuse et passionnée. Je vous laisse donc la place et n'hésitez pas à nous déranger, on est là pour ça, le festival est là pour ça. Merci. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'allais... Alors peut-être les plus attentifs parmi vous auront remarqué que je ne suis pas Paola Vigano. Simplement, je voulais d'abord rendre hommage à tous ceux qui se préoccupent du développement territorial. Parce que je ne suis pas ici en tant que bourgmestre de Tournai ou en tant que ministre, mais d'abord en tant que président d'un organe informel qui réunit vraiment beaucoup de monde, qu'on appelle le Conseil de développement. Il y a de ça une dizaine d'années, on a regardé notre territoire et on s'est d'abord posé la question du pourquoi par rapport à sa dénomination, ce qui est un acte formel. Pourquoi appelait-on notre territoire le Hainaut occidental? C'était une dénomination empruntée à un géographe, c'était Robert Severin, qui avait déterminé que le Hainaut était composé dans des zones qui pouvaient être qualifiées. C'était la zone Carolo, le Borinage, le centre, et puis il restait une pointe à l'ouest. Et puisqu'il n'y avait pas de dénomination spontanée, par défaut, on l'a appelé le Hainaut occidental. Et face à cette interrogation de définition par défaut, un groupe de citoyens s'est lancé dans la question de savoir comment on pouvait aller rechercher des valeurs qui nous unissaient. Alors on s'est dit, on est évidemment une partie de la Wallonie, la plus à l'ouest. Nous sommes également une région dans laquelle les langues vernaculaires empruntent notamment au picard. Et c'est la Wallonie-Picarde qui est devenue la dénomination du territoire que nous avons voulu valoriser. Mais c'est évidemment le nom, la dénomination, un peu comme dans la culture orale africaine, le nom est important parce qu'on sait à quoi on se réfère, mais après, il faut définir les contenus. Et on a lancé dès lors un projet de territoire qu'on a voulu définir, qui porte sur la vision territoriale de ce que nous sommes. D'ailleurs, on se rend compte en regardant cette carte et les points lumineux qu'on est dans un croissant de conurbation qui est sur le nord de la France, qui va d'ailleurs lécher la frontière, la traverser, aller également sur l'axe Courtrai-Gand. Vous voyez, tout ça est très clairement indiqué par cette vision spatiale, mais nous devions aussi nous situer dans un autre axe qui est le liaisonnement de ce croissant lumineux que vous voyez sur la carte avec le point central qui est Bruxelles. Et pour cela, il fallait exister autrement que comme une voie de traverse qui n'aurait jamais été charriée, chercher les éléments de plus-value. Alors ce projet de territoire travaillait sur cette dimension, c'est-à-dire l'ensemencement de cet espace intermédiaire qui ne pouvait pas seulement être un espace intermédiaire passif. À partir de là, la gouvernance nouvelle qu'on a voulu se donner, c'était la participation citoyenne au travers de groupes de travail. L'un d'entre eux a été fondé à un moment donné à mon initiative par Pierre Gott. C'est le groupe Architecture qui réfléchit à l'architecture et à l'urbanisation de notre espace de vie avec des questions fondamentales sur l'esthétique, sur l'inscription dans le XXIe siècle, sur l'inscription aussi dans les grands objectifs du siècle. Je pense notamment à ce qu'on a pu révéler par la COP 21. Et tout cela pour interpeller. Alors, dans le fond, cher Jean-Pierre, on s'inscrit parfaitement aussi, c'est une des raisons pour lesquelles le Conseil de développement soutient le Ramdam, dans ce qui dérange. Être dérangeant, c'est aussi accepter quelque part de remettre en cause nos fondamentaux.
Et le groupe architecture a, je dois l'en féliciter, fait en sorte que, dans l'héritage d'ailleurs de la pensée de Pierre Gott, on ait quelques cartes qui sont sombres, qui sont inquiétantes, qui montrent les devenirs auxquels nous nous refusons, pour imposer en quelque sorte, à partir de ce dérangement, les devenirs que nous souhaitons, pas ceux qui nous sont imposés de l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux, Madame Vigano, que vous soyez là aujourd'hui, parce que c'est pas un débat que nous commençons aujourd'hui et qui se termine quand on va quitter la salle. C'est véritablement un débat fondateur de toute cette région, qui est une région qui a envie de vivre, de respirer et de s'inscrire dans le siècle. Et nous avons besoin de tous, de nos énergies internes, de regards extérieurs et de l'enrichissement qu'ils nous apportent, pour nous inscrire aussi en dehors de ce qui est le périmètre habituel de notre réflexion. Notre nombril, c'est souvent notre maison, notre quartier, notre ville, notre région, mais on est dans un monde qui ne pardonne pas aujourd'hui de ne regarder que soi. Cette forme de narcissisme nous conduirait à l'extinction à terme. Donc il faut avoir aussi une vision holistique, globalisante, auquel des urbanistes de qualité, des citoyens, des intellectuels, des gens qui participent à la réflexion sont aujourd'hui indispensables. Merci. Donc, merci beaucoup d'être ici samedi matin. C'est pas si évident. Donc, je vous remercie vraiment de votre présence et de cette invitation. Je pense que c'est important de discuter, de parler de la ville, de cette forme de ville, par exemple, que vous voyez ici dans cette image. Donc, j'ai choisi, justement parce que c'est un festival sur ce qui dérange, j'ai choisi de commencer avec cette image qui a beaucoup dérangé dans le passé. Cette image d'Europe urbaine, où l'urbanité prend des formes qui ne sont pas traditionnelles, qui englobent les formes d'urbanité traditionnelles, les villes, les centres-villes, les bourgs, tout ça y est. Mais il y a plus que ça, il y a finalement une forme d'urbanité que Bernard Dosset, qui disait, pourrait être l'icône de la ville du XXIe siècle. C'est-à-dire que peut-être, dans le futur, on dira que la ville qui a marqué le XXIe siècle est une ville qui est faite comme ça, avec des formes très différenciées, mais où on reconnaît, et en particulier là où nous sommes, et dans cette partie très dense de l'Europe, c'est peut-être vraiment un exemple parmi d'autres qui nous révèle beaucoup de cette nouvelle forme d'urbanité. Donc on est quand même dans un lieu assez intéressant pour réfléchir sur la forme de la ville d'aujourd'hui et surtout de la ville du futur. Donc une image qui dérange parce qu'on a trouvé dans le passé que cette forme de ville était très problématique. Elle était très contradictoire. Elle était une ville qui ne marchait pas. Elle montrait des excès, par exemple, d'individualisation de l'espace, de privatisation de l'espace, de manque d'espace public, etc. Tout ça est vrai, il ne faut pas le nier, mais en même temps, il y a une culture qui s'exprimait, il y a peut-être aussi des fragments d'utopie qui sont là, perdus dans cette forme de ville, et surtout, c'est une expression d'une société, et je pense que le projet d'urbanisme, d'architecture, tout projet qui est finalement pas que la réalisation individuelle d'un désir, d'un rêve, tout ça mérite du respect. Et donc d'abord, pendant des années, avec Bernard Dosset, qui nous avons parlé de ce type de ville avec du respect, et non pas comme une image qui dérangeait. Ce qui m'intéresse donc de cette forme de ville, j'utiliserai le mot de métropole horizontale, parce que c'est une forme métropolitaine. Tournai, elle appartient à une grande métropole, non, dans laquelle Tournai a sa propre spécificité, mais la région aussi de Tournai, elle participe de tout ça. Mais je voudrais dire que cette métropole pourrait être, différemment de la métropole du passé, qui était fortement hiérarchisée, Paris, Berlin, une métropole horizontale, dans laquelle les relations qui se forment, qui en partie se sont déjà formées, sont des relations
entre les différents centres, avec chacun ses caractéristiques, mais aussi avec beaucoup de synergie, mais aussi avec beaucoup de collaboration qui est nécessaire. Et donc, au-delà d'un modèle hiérarchique qui a caractérisé la métropole, disons, du début du XXe siècle. Et si la métropole du XXIe siècle était une métropole horizontale? C'est une hypothèse, ce n'est pas quelque chose qu'on peut déjà trouver dans l'espace. Donc, de la possibilité de ce projet. L'espace de cette métropole est un espace très, très hétérogène. Il y a beaucoup de choses, vous le savez, on y habite. C'est de l'agriculture, c'est des petits centres urbains, c'est des conurbations qui se forment, c'est des filaments, c'est des choses différentes. Ce qui est important, c'est aussi de se rappeler qu'il y a une tradition d'étude de cette forme de ville. C'est une tradition qui s'est formée, je dirais, pendant un siècle, à moins. Si on commence à reconstruire un petit peu les étapes de cette pensée, on retrouve finalement une certaine continuité, au moins dans un siècle, mais surtout avec une certaine densité à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui, dans toute partie de la planète, pas que en Europe. Mais si on reste en Europe, je voudrais juste rester quelques instants sur cette image qui montre comment, dans les différents moments, dans les différentes périodes, on a défini ces formes de ville dans les différentes parties de l'Europe. Chaque terme est né dans une condition spécifique. Il ne s'agit pas de modèles abstraits. Ce n'est pas que des géographes, des urbanistes, à un certain moment, ils ont inventé des modèles. Non, ils ont reconnu des nouvelles formes d'urbanité et on les a nommées. Ce sont des définitions plutôt descriptives. Par exemple, la ville diffuse du nord de l'Italie, la città diffusa, c'est un petit peu descriptif. On voyait des éléments d'urbanité, mais qui étaient différemment du passé, complètement dispersés, et pas que concentrés dans certains lieux. Ou bien en Belgique, Marcel Smets parlait de la banlieue radieuse. Donc, quelque chose qui n'est pas exactement une ville, le centre-ville ou une ville moderne comme Le Corbusier l'imaginait, la ville radieuse, ou la cité radieuse. C'était une banlieue, mais radieuse, ouverte vers un futur de progrès, de qualité de vie. Et cette qualité de vie a été extrêmement appréciée. Tous ceux qui habitent dans cette banlieue radieuse de la Belgique, ils sont plutôt contents. Ils considèrent que finalement, on y vit très bien dans cette... Après, on sait, il y a beaucoup de questions, beaucoup de problèmes, mais il faut quand même aussi lire cette appréciation. Ou en Suisse, en reprenant le terme italien de città territorio, de ville-territoire, on a parlé de cette ville-territoire qui s'étendait dans le plateau suisse, etc. Ce sont des territoires agricoles, des territoires qui s'urbanisent, des territoires industriels. Donc, il y a là toute la transformation de la ville européenne. Alors, de la possibilité d'un projet, parce que je voudrais vous montrer des projets. Comment, dans les dernières 20 ans, 25 ans, surtout avec Bernardo Secchi aujourd'hui, en essayant de continuer à réfléchir sur cette forme de ville, nous avons fait des exercices concrets de projets de cette forme de ville, en assumant que chaque occasion de projet était une occasion de réflexion sur ce thème. Et je partirai du premier de ces projets, c'est le projet du cimetière de Courtrai. Je vais assez rapide, je resterai un petit peu plus longtemps sur l'expérience d'Anvers, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce travail. Et donc le cimetière de Courtrai, c'est un espace public dans une partie de ville où évidemment on est plutôt confronté avec une diffusion urbaine. Et la question était quel est le sens d'un espace public, un cimetière, un lieu public, dans ce type de ville, dans laquelle, comme je dis, il n'y a pas trop d'espace public, il y a plutôt des processus d'appropriation individuelle de l'espace. Le cimetière de Courtrai, c'est un acte, c'est un manifeste d'une architecture descriptive, d'un projet qui lie le territoire, l'interprète, et qui s'ouvre à ce territoire. Il n'est pas un objet dans le territoire, il est partie finalement, il devient partie de ce territoire.
Il est aussi un cimetière qui fonctionne comme un espace public réel. Il y a les gens qui se promènent, il y a des gens qui vont là manger un sandwich. Et ça, pour nous, c'est a été une énorme satisfaction de dire que ce lieu, finalement, participait des pratiques quotidiennes des gens. Et en plus, évidemment, c'est un lieu aussi de méditation, c'est un lieu évidemment, qui donne une réponse aussi à des questions plus importantes comme celles qui concernent la vie et la mort. Donc, c'est un lieu qui est, en même temps, reconnaître un paysage, ses pentes, la dénivellation, mais aussi un lieu contemporain, un espace public ouvert à tous. C'est un lieu qui s'est construit sur l'idée qu'il ne faut pas toujours imaginer que le projet soit un changement, une transformation. Le projet, quelquefois, ça peut être juste la révélation de quelque chose qui est déjà là. Et finalement, c'est de son absence qu'on peut reconnaître ce qui est déjà là. Le fait de ne pas utiliser tout le terrain qu'on avait à disposition, mais vraiment de dire ce projet peut être une sorte de grande fenêtre sur un paysage sur lequel il n'y a pas trop d'attention en réalité. C'est-à-dire que la beauté de ce paysage qui n'était pas plat, c'était quand même un petit peu encore à révéler. Et donc, surtout cette ouverture qui est faite pas de dessin. Donc un dessin qui est minimal. Mais la forme du territoire, qui est une des grandes questions dans ce type de ville, parce que cette ville, justement, est aussi territoire, hein, c'est aussi une ville-territoire. On peut le trouver aussi dans des exemples plus difficiles, comme une plateforme industrielle. Comment dessiner une plateforme industrielle? Alors, dans le cas de Aalst, dans un territoire beau, parce que toute la Belgique, je dirais, est très belle, comme je dirais tous les territoires sont beaux, ont des caractéristiques qu'il faut lire et révéler. Là aussi, c'est une condition de paysage très, très belle. Une zone industrielle, comment elle peut en même temps se concentrer sur le fait d'occuper d'une façon raisonnable. Donc d'abord, on a proposé de ne pas élargir cette zone industrielle comme le concours nous demandait. Donc on a dit non, il ne faut pas imaginer une zone industrielle traditionnelle, il faut imaginer des zones industrielles plus denses. Et deuxièmement, on a construit avec ces zones industrielles un nouveau parc qui va connecter le centre-ville de Aalst, que vous voyez sur la droite, avec les villages qui sont juste à l'extérieur de cette sorte de ring. La zone industrielle devient un dispositif finalement pour enrichir la ville de connexion, de connectivité, d'espaces publics et de lieux de travail qui sont conçus finalement, même typologiquement, d'une façon un petit peu différente. Il y a aussi une vallée qui traverse cette zone industrielle. Donc la vallée, le risque d'inondation, c'est aussi l'occasion pour libérer finalement une certaine partie de cet espace, de concevoir toute la collecte des eaux pluviales de la zone industrielle en relation avec la construction de ce parc. Et le parc, surtout, n'est pas le parc de la zone industrielle. Le parc, c'est le parc de la ville et il sert à connecter des parties de cette ville éclatée qui a besoin finalement parce que les distances ne sont pas très grandes. Donc du village au centre-ville, on y va tranquillement à pied, on y va tranquillement à vélo. Et donc ça pourrait générer finalement aussi une utilisation du territoire différente de celle d'aujourd'hui, où finalement, dans les Flandres comme dans le Veneto, si on a un déplacement de 3 km, on prend la voiture. C'est la moyenne des déplacements, en voiture, c'est de 3 km. La distance est 3 km. Donc évidemment, il y a beaucoup qu'on peut imaginer pour modifier aussi légèrement nos comportements, mais l'espace joue un rôle dans ça. Évidemment, si j'ai une zone industrielle à traverser, probablement, je prendrai ma voiture. Mais si j'ai un parc qui me connecte le village à la ville et une zone industrielle qualitative, alors probablement, je pourrais même imaginer de faire une promenade à travers la zone industrielle. Donc ça, c'est une question, je pense, importante. La Belgique est très riche en termes de zone industrielle, plateforme logistique. Eh bien, tout ça, on ne peut pas exclure tout ça de notre paysage de tous les jours, de ce qui fait partie finalement des lieux qu'on peut pratiquer, traverser, utiliser. Donc, la forme du territoire a aussi inspiré ce projet qui est un concours qu'on a gagné il y a quelques années. Dans cette ville territoire, dans cette métropole horizontale, la relation entre village et métropole, c'est-à-dire entre la petite échelle très locale et finalement la construction d'un
territoire urbain plus vaste, ou aussi les villes, même quelquefois des villes un petit peu plus importantes, comme c'est le cas d'Anvers, jouent un rôle évident. C'est quelque chose qui est spécifique de ce type de métropole horizontale. Cette relation est cruciale, hein, la relation entre les villages et la métropole, ou entre les villages et les villes. Et c'est intéressant parce que ici c'est un petit cas, c'est Zwijndrecht, c'est une petite commune qui est juste de l'autre côté du centre d'Anvers. Et ce qui est intéressant, c'est que ces petits villages ont des gros problèmes. Ce sont par exemple des zones industrielles polluées qui sont là. Ce sont des grosses questions liées, dans ce cas, à la présence de l'Escaut, une rivière que vous connaissez bien. Et donc, finalement, même le petit village participe de questions à des échelles beaucoup plus larges que le village lui-même. Dans ce cas, par exemple, la construction d'un parc métropolitain, et même plus que métropolitain, hein, le long de l'Escaut, aurait presque 1 kilomètre de ce parc dans cette commune. Et il s'agit d'une zone industrielle abandonnée qui est en train de se transformer. Cette relation fluide entre les échelles, donc il n'y a pas qu'une échelle de proximité stricte et une échelle métropolitaine qui parle d'autres thèmes. Non, ces deux échelles sont continuellement soumises à une tension qui les traverse. Et je pense que c'est très important de sortir de la banalité de la proximité, je m'excuse de dire ça, mais d'une proximité qui finalement nie ces relations à différentes échelles et d'utiliser bien l'échelle territoriale, l'échelle métropolitaine pour faire profiter chaque partie de ce territoire de toutes les qualités qu'une échelle métropolitaine, par exemple, un grand parc métropolitain pourrait amener. Après, dans ce cas, il s'agissait d'imaginer de vivre là, de réutiliser ces terrains industriels, d'imaginer une nouvelle relation avec l'ESCO, etc. Dans cette métropole horizontale, il y a beaucoup de nœuds. Il y a des grands nœuds, plus importants, il y a des petits nœuds. Je préfère utiliser le terme nœud plutôt que celui de pôle. Le pôle fait toujours référence à un centre et une périphérie. Les nœuds, au contraire, font partie, ils ont des rythmes, construisent des séquences, sont quelque chose qui nous parle finalement d'un territoire dans lequel on a plusieurs occasions, plusieurs éléments de signification. Alors, dans cette métropole horizontale, vous voyez bien que nous avons exploré surtout les Flandres dans ces 25 années pour des raisons, je ne sais pas, historiques peut-être, ou personnelles, je ne sais pas, ou de chance tout simplement. Mais disons que nous avons exploré surtout cette partie de la métropole horizontale. Un petit nœud, Begijnendijk. Là, on est vraiment au niveau zéro du nœud. Hein. C'est les filaments qui se croisent. Et la question qui se pose aujourd'hui dans ce type de lieu, c'est aussi de finalement renforcer ce nœud, d'inventer un type d'urbanité qui n'existe pas. Donc, c'est d'une certaine façon l'invention du centre, mais qui n'est pas là, qui n'a jamais été là. Ça a été que le croisement de rues, par exemple. Alors, cette invention du centre n'est pas si facile, hein, mais on peut comprendre. Même ces nœuds dispersés ont besoin de plus de services, ont des populations qui ont des nécessités différentes du passé. On a besoin finalement de renforcer, de confirmer ces nœuds, le faire devenir quelque chose d'un petit peu plus fort. Donc, dans ce cas, il s'agissait d'y réimaginer une continuité entre les forêts qui sont juste à côté, juste derrière les maisons, et qui pourrait finalement arriver sur une place qui est une invention réelle. Il n'y a jamais eu de place. Il y a eu un croisement, mais pas une place. Une place qui serait le lieu où le nouveau centre-ville va se réorganiser, une petite densification, une épine de services, école de musique, les Boy Scouts. On fait avec les petites choses qui sont présentes dans ce type de petits centres urbains, avec cette idée de continuité, de fluidité d'un espace où il n'y a pas un extérieur et un intérieur, mais finalement, ce sont différents paysages qui s'enchaînent, et donc les forêts arrivent jusqu'à la place de l'église, par exemple. Et après, tout ça permet finalement de reconstituer ou de constituer un espace public qui n'a jamais existé, mais qui est aujourd'hui plus que jamais, je pense, nécessaire pour différentes raisons, même pour des raisons, je dirais, profondément politiques et sociétales, de retrouver finalement des occasions de partage et de vivre ensemble. Parmi les nœuds, il y a des nœuds plus importants et encore plus problématiques,
comme c'était par exemple il y a quelques années la ville de Malines, vous savez, entre Bruxelles et Anvers, une ville dans laquelle je dirais la dégradation du centre-ville était très poussée quand nous avons commencé à travailler ici, non seulement parce qu'on avait des parkings partout, donc vous connaissez le magnifique beffroi, pas beffroi, tour de la cathédrale de Malines. La dégradation n'était pas que les parkings qui étaient sur la Grote Markt, sur la Wemarkt, etc. La dégradation était surtout sociale. Disons que, comme dans beaucoup de villes, dans la métropole horizontale, la pauvreté est surtout dans les centres-villes. Sauf si on prend la partie, disons, de l'ancien bassin minier, mais en général, on a des problèmes dans cette métropole horizontale, dans le centre-ville, dans le cœur de la ville. C'était le cas de Malines. Les immigrés habitaient le centre-ville. Le centre-ville était complètement abandonné par les pratiques, je dirais, plus larges et civiques. Donc, un projet, un concours, là aussi, qu'on avait gagné. Et dans le temps, on a réalisé les 3 places, hein, donc la Grote Markt, la Wemarkt et la place à côté de la cathédrale. C'était aussi des parkings en souterrain qui ont été réalisés, mais nous, on a intervenu après, c'est-à-dire que les parkings avaient été déjà dessinés et nous, on a essayé de les modifier un petit peu. Mais ce qui est important, c'est aussi de dire que c'est un système d'espace public, ce n'est pas une place, une autre place, une autre place, c'est un système. Tout ça doit être connecté pour bien fonctionner, pour vraiment utiliser différemment la ville, pour imaginer la ville comme une destination de promenade, de shopping aussi, évidemment, les villes ont aussi ce rôle, mais vraiment un lieu confortable dans lequel la valorisation de ces héritages magnifiques qui sont les centres-villes en général en Europe, mais je dois dire surtout en Belgique, puisse être finalement valorisée. Et des choix, alors on a décidé vraiment d'articuler cette réflexion. Alors, la Grote Markt, qui a des grands monuments, ces grands monuments parlent à haute voix. Ils ont leur langage très, très, très fort, très décoré, etc. Donc, la place, c'est vraiment un langage subtil. C'est un langage comme quand on parle très calmement. Non? Donc, petite chose, un seul matériau, beaucoup d'attention à la relation entre le parquet enterré et la surface. C'est-à-dire que le parquet enterré fonctionne bien aussi parce qu'on a vraiment beaucoup dédié du temps à cette relation qui devait être fluide. On a inséré une rampe qui n'était pas prévue. Les gens aiment beaucoup utiliser ce parking parce qu'il est très simple et très bien éclairé, aussi de lumière naturelle, etc. Des éléments qu'on retrouve, cette boîte en verre qu'on retrouve dans les 3 places, donc des éléments qui se répètent, mais des interprétations des différents contextes. La deuxième, c'est la Wemarkt, c'est à côté des écoles, il y a les bus, c'est une sorte de station de bus en ville. Donc, une interprétation beaucoup plus contemporaine, c'est-à-dire des matériaux, du béton coloré, qui reprend un petit peu la grammaire très, très chaude des couleurs qui sont autour, des éléments très contrastés, et c'est un lieu qui est plein de jeunes gens et fonctionne totalement différemment. La troisième, à côté de la cathédrale, elle est dans le lieu où il y avait l'ancien cimetière, dans le temps quand le cimetière était à côté des cathédrales. Donc on voulait quand même garder cet aspect de lieu de méditation. Donc on a complètement changé la grammaire, mais on retrouve toujours les éléments qui caractérisent cette séquence. Donc la sortie du parking, c'est la même, etc. Toute une série d'éléments qui sont les mêmes, mais une interprétation, je dirais, vraiment différente de chaque situation. Là, c'est la place qui venait d'être inaugurée. Donc, vous voyez là quelque chose qui sort du chantier. Et déjà, on voit que cette atmosphère presque on s'est beaucoup inspiré à l'idée de béguinage, de ces espaces qui sont un petit peu définis et dans lesquels on a plaisir à rester parce que ce sont plus calmes, ce sont comme des lieux de repos, je dirais, dans la ville. Et ça, on est sur un parking. Je vous fais noter qu'il y a un parking dessous. Voilà. Maintenant, je voudrais entrer un petit peu plus longuement dans le cas d'Anvers. Parce qu'Anvers, on a passé beaucoup d'années. On a travaillé à différentes échelles. Ça a été une expérience vraiment magnifique. Pouvoir réfléchir sur une ville à l'échelle de toute la ville et à l'échelle de quelques parties, ça donne vraiment une grande épaisseur à la réflexion. Donc,
dans cette métropole horizontale, il faut repenser la modernité. Qu'est-ce que ça veut dire finalement aujourd'hui être moderne? Bruno Latour disait on n'a jamais été moderne. Peut-être on n'est même pas moderne, mais en tout cas, il faut réimaginer aujourd'hui le sens d'être moderne. Alors, ça a été un thème à Anvers, une ville en pleine modification, de justement se poser la question de cette nouvelle modernité, d'une ville qui est en même temps une carte postale mythique en Europe, le skyline d'Anvers, une ville qui avait accumulé une quantité de projets qui n'allaient nulle part. Tout se bloquait, tout était paralysé en ce moment. Mais nous, on a fait quand même un gros travail pour comprendre quelles étaient les idées déjà en cours. Qu'est-ce qu'on avait déjà imaginé? Parce que chaque projet, c'est un accent. Il nous dit qu'il y a une intention là. Il y a quelqu'un qui serait disposé à s'engager sur ça. Donc, c'est très important de comprendre les villes à partir de toutes les idées, de tous les projets qui ont été déjà amenés, mais aussi de comprendre les grands conflits. Une ville en déclin. Anvers, c'était une ville en déclin en ce moment-là. Ce n'était pas un déclin très gravissime, mais c'était un déclin. Et surtout, c'était une ville qui, depuis 2 décennies au moins, était complètement paralysée. Le structure plan auquel nous avons travaillé avec la ville d'Anvers était le deuxième. Le premier avait été jeté à la poubelle directement. Donc vous comprenez que ce sont des grands efforts, mais il fallait repartir de tout ce qu'on avait déjà fait et essayer de imaginer quelque chose de différent. Et comment nous avons structuré ce plan? Avec ces 2 grands parties. Les images, donc une réflexion sur les images et l'imaginaire de la ville, passé et futur. Des espaces stratégiques, les lieux de la transformation possible. Et entre les deux, évidemment, une série de policies, une série de règles de transformation qu'on pouvait imaginer adaptées à tout le territoire. C'est avec tout ça qu'on a construit une vision. Une vision, c'est le résultat de ce travail. Alors, je vais passer assez rapidement sur les images. Cette image, il y a des images absolument traditionnelles. Évidemment, Anvers, c'est une ville d'eau. Elle est là parce qu'il y a l'ESCO. Donc, mais l'eau n'est pas que l'ESCO. L'eau, c'est beaucoup plus de questions, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, l'ESCO est compliqué, mais il y en a quand même beaucoup plus de questions. Et surtout, l'eau a été complètement niée, fragmentée. Même la relation avec l'ESCO était complètement à reconstruire. Mais surtout, cette eau-là, l'eau qui devient aussi un espace de sociabilité, l'eau qui est un lieu de passage, l'eau qui est ce qui guide finalement la construction et l'utilisation du territoire, ben ça c'est complètement oublié. Donc retrouver un lien avec l'eau, ce n'était pas que retrouver un lien entre la façade du centre-ville et l'ESCO, mais c'était quelque chose de plus large. Et donc on a imaginé des espaces pour l'eau, ce sont des scénarios sur lesquels on a réfléchi, qui se lie finalement à la construction d'un système de parcs qu'on retrouvera après. Et après, les guidelines, donc les lignes guides pour finalement sur les différents thèmes liés à l'eau. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais pour chaque question qui est soulevée par le thème de l'eau, on a proposé des lignes guides sur lesquelles la ville doit évidemment continuer à étudier. Le structure plan n'est pas le moment où on peut résoudre toutes les questions, mais on peut quand même poser les thèmes, et après ce sera le travail continu de la ville. Deuxième image, l'éco-city ou l'éco-ville. Ici, on a surtout imaginé de pouvoir considérer que les éléments de naturalité, de biodiversité ne sont pas statiques. C'est un petit peu la tentative d'insérer cet aspect dynamique de tous les phénomènes naturels en partant des questions qu'on connaît, donc les zones protégées, tout ce qui est déjà juridiquement reconnu, mais en imaginant finalement un processus d'expansion de tout ça. C'est un scénario, évidemment, mais c'est très utile pour comprendre finalement quelles sont les connexions, les liens, les lieux, des lieux, ce type de nature. On ne parle pas que de nature, je dirais, on ne parle pas de nature originelle, on parle de rénovation, reconstruction, renforcement de quelque chose qui est là.
Et encore une fois, j'insiste sur l'aspect de sociabilité qui est lié à ça. Ce n'est pas qu'une question technique ou pour les écologues d'une biodiversité plus vaste, mais c'est aussi d'imaginer, de se souvenir du fait que notre société, ces sociétés-là, avaient une relation, avaient des pratiques même sociétales qui investissaient ce type d'espace. Et après, dans les guidelines, on dit, évidemment, cette idée de nature qui peut grandir, qui n'est pas dans une zone, comme l'urbanisme souvent dit, non, il y a une zone, c'est ça. Non, la nature n'est pas une zone, la nature c'est un mouvement, c'est une dynamique. C'est l'urbanisme qui doit changer. C'est l'urbanisme qui n'a pas la bonne conceptualisation de ça. Évidemment, c'est aussi une ville-port, Anvers. Hein. Dans la ville-port, une ville-port où le port a un rôle aujourd'hui complètement différent du passé. Il n'est plus dans la ville, il est une autre ville, un autre espace. Et donc, c'est cet espace de contact entre ce nouveau port et la ville qu'il faut complètement retraiter. Je m'excuse, je vais rapidement, mais si vous voulez, après, on y revient. Après, des images qui sont, oui, traditionnelles, mais qui vraiment nécessitent d'être reconceptualisées. C'est une ville de rail, comme la Belgique en général. Et en effet, c'est pour ça qu'on a fait ce schéma. C'est-à-dire que la grande densité d'infrastructures qui est présente dans ce territoire, ça reste quand même un dépôt, une occasion extraordinaire, qui n'est pas totalement utilisée. Donc là, il y a, je dirais, du potentiel à comprendre. Dans le cas d'Anvers, tout ça signifie que le transport public est à imaginer comme vraiment l'élément qui guide une requalification, recyclage de tous les tissus qui sont là, soit la ceinture du 19e siècle, soit les espaces du 20e siècle, etc. Donc on a finalement une grande occasion, avec beaucoup d'investissements qui sont déjà en cours dans la ville d'Anvers, nouveaux tramways, nouvelles lignes, de repenser dans le détail tous ces tissus à partir d'un espace public qui est lié à la construction de ce type de mobilité. Donc cette ville des rails réinterprétée. Et quelques images, disons, nouvelles. La ville poreuse, on l'a amenée un petit peu comme notre outil pour comprendre ce déclin de la ville, les espaces qui n'étaient pas utilisés, les friches, les terrains vagues, on aurait dit aux années 80. Cette porosité qui, à notre avis, était très évidente, mais par exemple, les lieux qui n'étaient pas utilisés étaient beaucoup. La ville avait une certaine peur à parler de cet abandon, mais l'abandon était là. C'est la transformation des îlots qui étaient industriels où l'industrie est partie. C'est la transformation des populations qui ont laissé et ont acheté un pavillon hors de la ville. Les nouvelles populations ont immigré. C'est un grand passage, c'est une transition très, très forte. Et on a décidé de l'étudier dans le détail. On s'est ancoré, on s'est lié à certains parcours, à certaines utilisations de l'espace, quelques familles. Et on a vraiment essayé de comprendre pourquoi, par exemple, des jeunes flamands revenaient vivre en ville. Pas beaucoup, quelques-uns. Et on a analysé l'espace qu'ils construisaient, dans le détail. La maison de leurs rêves. On pouvait construire dans cette ville poreuse, il y avait l'espace, les coûts n'étaient pas chers. On pouvait faire des choses incroyables. Donc on pouvait réaliser, par exemple, la maison des rêves. On pouvait trouver, donc ce sont des analyses qu'on a exposées aussi en Autriche, dans une expo sur la ville moyenne européenne. C'est des petites histoires, mais vraiment très, très intéressantes, qui montrent comment on décide, après avoir vécu, parce que ces jeunes gens sont les fils de ceux qui ont abandonné la ville, qui ont le pavillon à l'extérieur, ont décidé d'aller habiter dans une ville conflictuelle, socialement contrastée, par exemple, comme Anvers. Comme ils ont reconstruit des situations un petit peu de partage des espaces, comme dans ce cas, où une grande maison de la fin du 19e siècle devient finalement une maison pour 3-4 familles qui partagent certains espaces, les espaces à l'extérieur, par exemple, qui deviennent une sorte de playground, de jeu d'enfants commun, et qui disent finalement on revient dans la ville parce que dans la ville dense, parce que c'est une plateforme équipée, parce que le service, finalement, les choses sont là, et donc, ça
nous permet de dire que même dans les parties dégradées des centres-villes, des villes denses, des tissus, il y a vraiment encore la possibilité de repenser, de recycler tout ça. Et la porosité, c'est la porosité des différents tissus qui ont des possibilités d'être manipulés, repensés, recyclés, différents. Et comme ça, on a indiqué plusieurs pistes, encore une fois, qui devraient être partie d'une réflexion plus longue de recyclage finalement de la ville. Donc, village et métropole, dans le cas d'Anvers aussi, Anvers est une ville qui est née de l'union de beaucoup d'autres villages. Et cet aspect de village et de ville, de conflit quelquefois, il est aussi très présent. Chaque village veut son individualité, mais en même temps, ils veulent aussi partager le fait d'être métropole. Et sur ça, il faut aussi noter que ces villages, ces espaces entre les différentes communautés, quelquefois sont aussi le résultat de grandes infrastructures, de grandes fractures qui sont insérées. Et donc, ce n'est pas qu'une question, disons, naturelle, c'est aussi une question construite, ces barrières dans l'espace qui définissent des lieux déconnectés. Ce qui nous paraissait important, c'était de lier la réflexion sur, je dirais, les espaces du welfare de base, les écoles, les espaces sportifs, les petits lieux, les places des quartiers, etc., dans des clusters qui pourraient renforcer finalement cette variété à différentes échelles, mais de connecter ça à des grandes figures capables d'organiser à une échelle plus large la ville, des grandes figures, dans ce cas d'espaces publics ou d'espaces verts, qui vont finalement se connecter à ces clusters et donne à chacun la possibilité d'être en même temps dans sa communauté, mais en même temps dans la métropole. Ce que je trouve absolument fondamental dans la métropole horizontale, de ne pas se pencher que sur une sorte d'intérieur qui n'existe pas en réalité, mais de participer justement de la possibilité de choix que l'échelle métropolitaine nous permet. Donc de travailler en même temps avec ces deux dimensions, et évidemment l'espace public, les services, etc. Ce sont l'outil probablement le plus important. La dernière image, c'est le fait qu'Anvers, même si elle est une grande ville, elle est dans une ville plus grande, cette méga city, méga ville. Et cette méga ville n'est pas unique, c'est-à-dire qu'Anvers, on peut la lire d'une façon différente, comme appartenant aux villes du delta, ou bien dans la zone plus dense des participants de la zone plus dense des Flandres, donc le diamant flamand, comme on dit, ou bien tout simplement à l'intérieur de cette zone dense qui sont les Flandres. Donc cette mégacité n'est pas un objet univoque et elle a des interprétations très différenciées. Ce qui est important de dire, c'est qu'on est dans un territoire où on a une quantité d'équipements, et vous êtes dans la même situation, je dirais, une quantité d'équipements, une densité extraordinaire d'universités, d'aéroports, d'infrastructures. Tout ça, c'est un capital spatial énorme. Et le fait de réfléchir, comme je disais, de la possibilité d'un projet pour cette ville, importante, parce que c'est, je pense, la seule façon de bien poser la question, de valoriser finalement ce capital spatial qu'on a cumulé pendant des siècles. Et sur les espaces, donc les espaces, c'est la sélection. C'est pour ça qu'ils sont stratégiques, ils sont une sélection d'espaces qu'on considère fondamentaux pour générer, engendrer, relancer des transformations plus vastes. Dans ces espaces stratégiques, nous avons eu la chance, avec d'autres concours qu'on a gagnés, de réaliser 2 espaces inverses. Le premier, c'est la place du théâtre. Encore une fois, un espace public dégradé, totalement dégradé, mal utilisé, à côté du théâtre. Un projet qui ne veut pas nier ce bâtiment, un bâtiment détesté par la ville, un bâtiment en béton brut, qui fait toujours peur aux habitants, pour quelques raisons étranges. Le béton brut, c'est quelque chose qui est considéré choquant. Et nous avons décidé de ne pas cacher tout ça, mais de contextualiser différemment ce grand volume qui était le théâtre. Et pour le faire, nous avons construit un espace de transition, je dirais, quelque chose qui donne finalement à lire la même chose différemment, qui est
cette partie couverte de la place. On a réorganisé les échelles de secours qui étaient mises sur la façade principale pour cacher cette façade en béton armé. Et on a construit cet espace qui a la même dimension, qui a le même volume du théâtre, sauf que c'est un volume d'air. On a éliminé toutes les différences. Disons que c'est un seul plan incliné qui monte jusqu'au théâtre, tandis que dans le passé, il y avait toute une série d'escaliers qui rendaient les choses plutôt difficiles. Et on a travaillé les bords pour que finalement les skaters qui habitaient beaucoup cet espace pouvaient retrouver, même dans la nouvelle place, des occasions pour leur pratique. Et on a vraiment imaginé ce lieu comme un lieu civique, comme un lieu. Le fait qu'il y a un théâtre, ça veut dire que c'est un moment c'est un espace où on peut imaginer des foules, on peut imaginer des événements. Donc un espace flexible, capable d'intégrer en même temps un marché. Comme traditionnellement sur cette place, il y a 2 jours de marché très importants, mais capable aussi d'intégrer les jeux des enfants, parce qu'un de ces 2 théâtres est le théâtre de la ville, et c'est le théâtre des enfants. Donc il y a vraiment, la place est utilisée comme une partie du théâtre, avec des mobiliers mobiles qui sont déplacés pour que les enfants puissent utiliser cet espace, et ce plan incliné permet finalement d'y jouer, de faire tout ce qu'on veut. Et juste au-delà, vers les façades urbaines, où il y avait toute une série de cafés les plus dégradés de la ville d'Anvers, on a mis un jardin, comme un moment de pause, un jardin blanc de pommiers. Et là, on a organisé un espace plus tranquille où on peut s'arrêter, attendre, etc. Dans la soft spine, donc ça c'était plutôt dans la partie de la hard spine, donc cette partie d'espace centraux qui redéfinissent le centre et la relation avec le fleuve. Nous avons travaillé aussi sur la soft spine, donc cette idée d'un système de parc. Et parmi ces systèmes de parc, nous avons travaillé sur le parc de Sport Nord, qui était ça. Donc c'était la transformation d'un morceau comme vous voyez, de ballast, couvert de ballast, dans la partie la plus pauvre et la plus difficile d'Anvers. Une occasion incroyable, parce que dans une ville, dans un centre-ville, avoir presque 2 kilomètres d'espace disponible, même si assez étroit, mais c'était quand même une occasion importante, avec un projet urbain qui était imaginé dans la tête de ce parc, qui faisait aussi partie des accords entre la ville et la société du chemin de fer. Et l'idée que ce parc-là, finalement, est en continuité, soit avec l'Escaut, mais aussi avec la vallée qui est juste à l'est. Et cette continuité territoriale et urbaine utilise le parc comme un élément de connexion. Un parc qui devait donner la possibilité à des gens d'utilisation, de mouvements, de mobilité différentes, qui travaillaient avec la topographie, la micro-topographie, parce que le sol a été complètement modifié, c'était un sol pollué. Donc on a imaginé les équipements, la partie sportive un petit peu plus légèrement encaissée, qui a réutilisé beaucoup de matériaux qui étaient sur place, évidemment les bâtiments. Et je vous dis une petite chose, le parc a coûté beaucoup moins que ce que nous on avait, du budget que le parc avait. Et donc, grâce à ce projet économe et très robuste, nous avons pu, la ville a pu très rapidement rénover aussi les bâtiments, quelques bâtiments. Et ça a été très important pour le parc, pour son fonctionnement. Un parc qui a défini le seuil entre la ville et le parc comme un seuil vraiment attractif, c'est-à-dire qu'on imaginait que les gens du quartier, un quartier pauvre, peut-être ils auraient eu presque quelques difficultés peut-être à utiliser tout le parc, dans le sens qu'il y avait tellement d'ambition sur ce parc, comme le parc du XXIe siècle, de la ville, du métropolitain, etc., qu'on avait peur presque que l'échelle de proximité pouvait être un petit peu niée. Donc, on a mis beaucoup d'efforts dans la définition de ces points de transition, ce seuil. Et finalement, ils ont très bien fonctionné, parce que c'est un espace dans lequel déjà on peut s'arrêter. Ça a déjà un caractère. Et après, pour ceux qui ont envie de rester plus longtemps, il y a tout le parc.
Et le parc, donc ce sont des photos, je m'excuse, un petit peu vieillottes. Donc ici, on n'avait même pas encore semé le gazon, mais vous reconnaissez là les éléments de cette micro-topographie où il y a les parties sportives. L'ensemble des parcours, ces objets-là qu'on a conçus pour les enfants, c'est-à-dire que c'est l'idée de la maison dans le parc. Voilà, vous voyez un petit peu les choses. La réutilisation, comme je disais, aussi des matériaux qui étaient déjà là, tout le casseille le pavé a été réutilisé. Un projet plutôt graphique, net, c'est-à-dire que le fait d'avoir conservé les viaducts, je pense qu'on aurait dû en tout cas les conserver, mais c'était ouvert dans le cadre du concours, la démolition ou le maintien des viaducts, il y en a 2. Et nous, on a proposé de les laisser aussi parce qu'on savait que les éliminer aurait créé d'autres problèmes de mobilité, mais aussi parce que ces viaducs qui passent sur le parc sont d'un point haut desquels on peut regarder le parc, donc comme un objet presque graphique, avec une grammaire très simple, des matériaux, comme je disais, très robustes, parce qu'on savait qu'il s'agissait quand même de résister aussi. On n'était pas dans une partie d'Anvers particulièrement non conflictuelle, hein, au contraire. Donc, il fallait quelque chose de capable de résister à beaucoup de choses, y compris à ces foules qui l'utilisent. Il faut dire que le parc souffre un petit peu de cette pression et ce n'est pas si facile d'en sortir, mais il faudrait faire d'autres parcs, c'est clair. Ça veut dire qu'il faut en faire plus. Et en effet, à côté de Sport Nord, il y a un autre Sport Ost à l'est, donc il y a un autre espace comme celui-ci, donc on espère que la ville pourra dans le futur arriver là. C'est un espace d'intégration vraiment pour tous. C'est un parc qui est étudié par les sociologues parce que tout le monde a trouvé que cet aspect de conflit social qui était être un parc métropolitain dans une partie pauvre de la ville n'est pas facile, hein. Donc il y a quand même des confrontations de population. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il semble être vraiment un espace poreux. Cette porosité à différentes échelles que nous avons reconnue dans la ville d'Anvers, ça forme un thème en soi. Il y a la petite porosité, celle que je montrais dans le cas de ces gens qui reviennent habiter la ville, transforment la parcelle, ce qui est extraordinaire et qui est absolument nécessaire pour reconvertir, pour requalifier une ville. De l'autre côté, on a besoin aussi de quelques projets d'une porosité un petit peu plus importante qui va cueillir justement des occasions qui sont historiques. Par exemple, l'abandon d'une grande plateforme ferroviaire, ce n'est pas tous les jours. Donc là, il faut vraiment faire attention à en faire quelque chose d'important pour la ville toute et non pas qu'un investissement, je dirais, immobilier. Et voilà donc la carte des espaces stratégiques qui ne veut pas dire que le reste ne compte pas. Pour le reste, on a les guidelines, on a les images, on a l'idée de continuer à étudier la ville. Mais finalement, c'est sur ça que la ville d'Anvers a réorganisé ses bureaux d'urbanisme pour qu'un groupe de presque 40 architectes urbanistes, paysagistes pouvait suivre les projets stratégiques, donc les prendre un par un et les faire devenir des réalités. Et de l'autre côté, un groupe un petit peu plus petit suivait plutôt la partie images, règles, nécessité de changer de règles et de règlements pour que finalement toute la ville soit investie d'une nouvelle pensée. Et ça, c'est le livre dans lequel tout ça a été réuni. Ok, je termine avec aussi un thème que je trouve important dans cette métropole horizontale. Il y a des figures qui sont quelquefois des figures urbaines et quelquefois des figures plus naturelles, des grands parcs ou des éléments reconnaissables desquels on peut finalement... Et nous avons eu la chance de travailler sur une de ces figures, c'est des Ågerilen, c'était une ancienne base militaire britannique qui a été cédée à la région, au gouvernement flamand, et qui est devenu un centre éducatif dans une forêt, ce que est très, je pense, culturellement ciblé, dans le sens que cette idée pour les jeunes de se trouver dans une forêt, d'avoir des séminaires, de discussions, des lieux dans lesquels passer quelques jours, échanger. Je trouve que c'est très Nord-Europe, si vous me permettez.
Et donc, c'est une forêt de pins qui est en train de se transformer parce que les pins ont été évidemment plantés, mais ne sont pas originels. Aujourd'hui, il y a un passage, même écologique, important vers une végétation différente. Il y a des zones humides. Il y a toute une série d'éléments militaires qui sont là, les poudrières et les voiries sont des voiries en béton coulé parce que c'était justement des voiries militaires, etc. Toute une série d'éléments, 3 paysages, un paysage d'une nature qui n'est pas une nature originelle, mais qui est une nature en transformation, un paysage militaire avec tous ces éléments, un paysage éducatif qui est la transformation aussi de ces poudrières en petites fermettes, je veux dire un petit peu belges, qui devient des lieux où les jeunes peuvent rester. Nous avons beaucoup travaillé sur un master plan, c'était le premier concours qu'on avait gagné, pour essayer de garder dans cette évolution quand même les éléments forts de ces 3 paysages. Et après, on a eu la chance de gagner un concours pour quelques petits projets à l'intérieur de ce master plan. Et parmi ces projets, il y a cet hostel, un lieu donc pour les jeunes, pour les familles, pour ceux qui veulent passer quelques jours. Et donc, encore une fois, c'est un projet qui construit cette architecture paysage, non, dans laquelle il n'y a pas vraiment de distance entre ce qui est l'architecture, ce qui est le paysage. Ils sont une seule chose ensemble. Et on voulait aussi faire quelque chose qui parlait idéologiquement du vivre ensemble. Parce que Deo Guerrilla, c'est un centre éducatif, donc évidemment, il y a une forte idéologie sur la question du vivre ensemble. Et donc, c'est un lieu qui met, par exemple, les chambres ne donnent pas sur cet espace, mais c'est un couloir à largeur variable. C'est un espace dans lequel on peut faire plusieurs choses. Les chambres regardent de l'autre côté. Et cet intérieur, c'est un espace où on peut faire des choses différentes. On a décidé de ne pas dessiner. Et le fait qu'on ne l'a pas dessiné, je trouve, l'a laissé ouvert à des interprétations. Donc ça, c'est cet espace qui est pour nous un petit manifeste du comment vivre ensemble. Et si vous me permettez, pour conclure, on va voir si on arrive. Ça, on le laisse pour après. Je voudrais vous montrer le petit vidéo qu'on a fait. Ça nous a été demandé par l'organisation du Miss Van der Rohe.
Merci. Alors, on revient maintenant aussi à l'urbanisme, puisque la première raison qui a motivé Nicolas Burlot à faire le film que vous allez voir, c'est que on constate que partout en Europe, vous direz si c'est vrai ou pas tout à l'heure, en tout cas c'était son opinion, sous les assauts répétés des politiques d'aménagement, la ville se lisse et s'embourgeoise, rejetant à l'extérieur les populations, les classes populaires qui sont de plus en plus repoussées dans les faubourgs des villes. Et vous savez qu'en 2013, Marseille a été capitale culturelle, 2 ans avant Mons d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que Nicolas Burlot a décidé de faire le film que vous allez voir, La fête est finie, parce qu'il avait la sensation d'être en quelque sorte piégé, de se faire piéger par cet événement prestigieux. Et il a constaté que c'est la force de ces grands événements qui mettent en place des processus d'urbanisme et d'aménagement du territoire contre lesquels il devient extrêmement difficile de lutter, puisque ces processus d'aménagement se font au nom de la culture. Et là, comme le disait un sociologue, attaquer la culture, on est automatiquement traité de fasciste. Alors c'est très intéressant de voir comment la culture peut être quelque part un obstacle à des politiques d'aménagement du territoire qui soient peut-être plus concertées et plus directement liées aux populations. Voilà, je vous laisse découvrir le film La fête est finie. Nicolas Burlot nous rejoindra, comme je vous le disais tout à l'heure, nous rejoindra après la projection du film. Voilà, bonne vision.